Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Et au menu ce soir, fiscalité locale et QR code dans les contrats des ingénieurs topographes privés. En ce qui concerne le premier volet de notre émission ce soir, il s'agit des changements prévus dans le cadre du projet de loi 07-20 relatif à la fiscalité des collectivités locales. Alors pour tout comprendre et en détail à ces changements et à cette nouvelle forme de fiscalité locale, ne ratez pas l'interview du professeur Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Et ce sera donc en première partie de Questions Éco. Ensuite, il sera question de modernisation de la profession d'ingénieur géomètre topographe. Une plateforme digitale vient de voir le jour, le QR Contrat, pour plus de transparence, de sécurité et la traçabilité des interventions de ces ingénieurs. Quid donc de la réussite de ce projet en compagnie du président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, Khalid Yousfi, qui partagera également avec nous sa vision pour améliorer les services liés à la profession pour le citoyen. Bienvenue à tous. Le projet de loi 07-20 sur la fiscalité locale a été approuvé, rappelons-le, le 5 novembre dernier en Conseil de gouvernement et adopté le 4 décembre par la Chambre des conseillers. Il prépare un peu le terrain pour une meilleure gestion des recettes, mais aussi et surtout des dépenses des collectivités territoriales. Ce projet de loi devrait entrer en vigueur en 2021. Les détails dans ce récit de Ala Benani. Les propositions émises en mai 2019 lors des 3e assises nationales sur la fiscalité sont en partie adoptées par la Chambre des conseillers, et ce, dans le cadre des amendements relatifs à la fiscalité des collectivités locales. Cette validation devrait permettre non seulement plus d'équité fiscale, mais va aussi améliorer les ressources des collectivités territoriales. Le projet de loi en question vise la révision des règles de l'assiette de certaines dépenses locales afin de fusionner un ensemble de dépenses dans une même assiette. Le projet prévoit aussi l'amélioration de la perception de certains frais locaux en relevant le minimum d'émission et de paiement de frais de 100 à 200 dirhams pour notamment les frais professionnels, les frais de logement et la taxe sur les terrains urbains non bâtis. Enfin, il est également question de réviser des incitations fiscales en revoyant les exonérations fiscales liées aux frais locaux, en adoptant les exonérations de dépenses locales gérées par la DGI avec celles mentionnées dans le Code général des impôts pour l'impôt sur les sociétés. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Al-Arafi. Bonsoir, bonsoir. Cette nouvelle loi sur la fiscalité locale, peut-on, professeur Al-Arafi, parler de réforme, voire même d'un vrai début de réforme? Bonjour tout d'abord. Donc, la fiscalité locale étant d'abord un paysage hétéroclite qui combine entre la fiscalité gérée proprement par la collectivité et une fiscalité rétrocédée par l'État, et une autre fiscalité qui est transférée sous forme de dotation péréquationnelle. Cette fiscalité soulève certes de grands enjeux, mais le périmètre de la réforme, à vrai dire, ne s'en tient pas au toilettage technique de la liquidation des taxes et droits et redevances, comme le prévoit le projet 07-20. Je pense que le sujet est beaucoup plus profond sur le plan politique, économique et social et territorial. Il est aussi transversal au point qu'il finit par concerner toute l'action publique portée sur les collectivités territoriales, notamment sous l'égide du nouveau contexte juridique institutionnel. Ce contexte, il est marqué d'abord par la régionalisation avancée, qui devrait ouvrir des pistes de réflexion sur une décentralisation fiscale. Ça permet de donner des matières imposables en fonction des spécificités stratégiques des développements des collectivités territoriales au niveau de chaque région.
D'abord, si on veut parler effectivement d'une réforme. Alors justement, est-ce qu'on peut parler Deuxièmement, il y a... d'une fiscalité, et je vous laisserai finir par rapport à cette question de régionalisation avancée, est-ce qu'on peut parler d'une taxe fiscale propre à chaque région selon les spécificités socio-économiques de chaque région? Bien sûr, on le sait, pas toutes les régions se ressemblent, notamment en termes de dépenses, mais aussi et surtout de recettes fiscales et de poids économique dans le royaume. Et ça, je pense, ça c'est une revendication qu'on a toujours demandée, qui vise à mettre en place une décentralisation fiscale qui colle avec deux principes essentiels qui sont prévus par la Constitution. C'est le principe de libre administration des collectivités territoriales, parce que ce principe et il sous-tend, entre autres, plus d'autonomie financière des collectivités territoriales. Deuxièmement, il y a un autre principe, c'est la prééminence dévolue à la région et l'élargissement des compétences des collectivités territoriales, ce qui requiert un réaménagement de la matière imposable pour chaque niveau de collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne les ressources fiscales propres. Je vous donne un petit exemple. Il est absurde, à mon avis, de conférer une compétence, par exemple, à la région en ce qui concerne l'aménagement de ce qu'on appelle les parcs, les parcs régionaux, de distraction, alors qu'il ne correspond pas à aucune ressource affectée à ça. Et donc, je pense que l'élargissement des compétences devrait être judicieux en fonction des ressources qui sont accessibles aux collectivités territoriales, que ce soit au niveau des régions, oui. Est-ce que cela, régions, justement, des préfectures. Oui, est-ce que cela signifie qu'on se dirige vers ce qu'on appelle maintenant, c'est un terme qui revient de plus en plus, et depuis justement ces assises de la fiscalité l'année dernière, est-ce qu'on se dirige vers une équité fiscale régionale? Je pense que l'équité fiscale régionale, c'est qu'il faut une régionalisation équilibrée pour ne pas avancer avec un Maroc à multivitesse, c'est-à-dire des régions qui ont accès à des ressources et des régions qui n'ont pas de ressources. Et on finit par le modèle espagnol où les ressources financières ils sont concentrées au niveau de certaines régions par rapport à autres. Je pense que le pouvoir constitutionnel marocain avait déjà anticipé ce risque en prévoyant ce qu'on appelle la solidarité entre les régions, avec que ce soit le fonds ou des modèles ou des modes d'interrégionalité. Mais je pense le plus important, et j'aurais aimé que la réforme fiscale soit beaucoup plus prometteuse en tablant sur une décentralisation fiscale afin de permettre de mettre une loi cadre sur la fiscalité territoriale ou la fiscalité locale et permettre aux régions et aux collectivités territoriales qui relèvent de son territoire de définir l'assiette imposable en fonction des spécificités de chaque région et en fonction des capacités contributives, etc. Et comme ça, on applique l'article 41 de la Constitution qui parle de... Donc, et finalement, ce projet de loi, cette loi 0720, est-ce qu'elle apporte ces changements, professeur Al-Arafi? Je pense qu'en ce qui concerne ce qui a changé, moi je le qualifiais à un toilettage technique. Donc il n'y a pas un changement de paradigme ou de modèle qu'on suit. D'abord, ce qui est important de cette loi, c'est qu'il va mettre fin à une perturbation juridique qui a marqué la fiscalité locale depuis la deuxième génération de réforme en 2008. Parce qu'il fonctionnait avec trois lois, la loi 4706, la loi 3907 transitoire et la loi 3949, ce qui était anormal. Donc je pense que cette loi, elle va finir par ça. Deuxièmement, il s'agit, c'est un toilettage qui cherche à adapter la législation fiscale avec l'adoption de ce qu'on appelle aujourd'hui la contribution professionnelle unifiée, adoptée par le projet de loi de finances 2021. Donc, on a essayé de faire des adaptations à cet égard. Il y a l'extension de la taxe d'habitation et de la taxe des services communaux et la taxe sur les terrains non bâtis, la TNB, aux opérations de lotissement. En ce qui concerne la taxe d'habitation, le projet de loi prévoit de ramener le délai de rehaussement de 2 à 3 ans au lieu de 5 ans. Oui.
à hausse de 87% des recettes de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation, dont 11% seront destinés aux chambres professionnelles et 2% seront versés au budget général pour financer les frais de gestion. Et ça, c'est en conséquence de l'entrée en vigueur de CPU, de la contribution professionnelle. Bon, et les projets de restauration, et l'intégration c'est-à-dire la réintégration des maisons meublées Airbnb, donc pour qu'ils soient assujettis à la taxe de séjour. En ce qui concerne la taxe aussi sur les véhicules automobiles, il sera appliqué non pas seulement à l'occasion du contrôle technique annuel, mais à chaque visite obligatoirement. Voilà, c'est pas à travers les mesures qui sont adoptées je pense qu'il n'est pas ici à une réforme, mais c'est un ajustement technique et un toilettage de la matière et de la législation. Je voudrais parler avec vous à présent de gouvernance, professeur Al-Arafi, parce que vous avez dit qu'il faut que les collectivités territoriales jouent un rôle beaucoup plus important. Donc justement, ce projet de loi vise une meilleure gestion des recettes, mais aussi des dépenses des collectivités territoriales. Sur le terrain, comment cet objectif est-il réalisable en connaissant, encore une fois, la réalité de la gestion de certaines collectivités territoriales, notamment en termes de collecte de taxes? Vous avez parlé de ces taxes sur les terrains non bâtis. Est-ce que finalement, elles sont réellement appliquées? En tout cas, en gros, comment, selon vous, cette loi peut être réellement applicable sur le terrain? Je pense que cette loi ou la fiscalité, parce que je ne pense pas que ce serait une réforme, ça serait un amendement de texte uniquement. Donc, on n'a pas introduit de nouvelles taxes ou redevances. Mais je pense qu'il y a des problématiques qui ne sont pas touchées au niveau de cette réforme. Et on risque de rater cette occasion pour introduire une réforme importante. Comme vous le savez, on ne peut pas faire fonctionner, on ne peut pas faire avancer la régionalisation avancée sans qu'on donne une centralité à la question fiscale et la question des ressources. Alors, je pense que les problématiques centrales de la fiscalité, je peux les résumer en 3 ou 4. La première, c'est l'optimisation du potentiel fiscal de chaque collectivité. Est-ce que les collectivités aujourd'hui optimisent, ils font une bonne évaluation de leur potentiel fiscal? L'exemple de TNB, le terrain bâti. Donc, est-ce qu'ils connaissent leur terrain nu, par exemple? Est-ce que, c'est comme disait Gaston Jazz, donc il faut demander plus à l'impôt et moins au contribuable. C'est-à-dire, on peut être ingénieux dans l'aménagement de notre fiscalité en essayant de chercher les niches où on peut recouvrer au niveau de l'occupation de domaine public, au niveau de la rémunération de services pour bénéficier des services, des équipements collectifs à caractère marchand. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire que les abattoirs ou les abattoirs ou que les marchés de gros, les halles de poissons, les gars, ne soient pas rentables. C'est absurde, ce sont des services publics marchands, donc ils devront être rentables pour les collectivités. Donc la problématique de l'optimisation du potentiel fiscal, que ce soit au niveau de la matière imposable, ou ce soit au niveau de la liquidation, ou au niveau de la recouvrable. Donc le deuxième problème, c'est la recouvrabilité des recettes fiscales. Donc il faut que, et cela est lié à un troisième prérequis, celui de la mise à niveau de l'administration fiscale locale. Il faut qu'on ait une administration qui est ici au niveau de la DGI, et donc je pense aujourd'hui, l'administration fiscale, dans les meilleurs des cas, elles sont gérées par des régies de recettes, de quelques personnes qui veillent sur le recouvrement des taxes. Et donc, ce sont le recouvrement, mais aussi la distribution de ces recettes, professeur Al-Arafi, pour terminer. Oui, la distribution. Écoutez, aujourd'hui, c'est très difficile de convaincre un opérateur de dire vous allez payer la taxe du service communal ou la taxe professionnelle alors qu'il a toutes les ordures du monde devant son usine ou qu'il n'arrive pas à bénéficier. Donc la question, c'est pour rétablir ou restaurer la confiance du contribuable à l'égard de la fiscalité locale, il faut que les collectivités territoriales ils rationalisent leurs dépenses et qu'ils fassent preuve d'une sérénité et d'une bonne gouvernance au niveau des dépenses pour convaincre le citoyen à être plus contributif à l'égard de la fiscalité locale. Merci beaucoup, professeur Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques, d'avoir éclairé l'opinion justement publique et notre audience par rapport à cette question centrale de la fiscalité locale. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Au revoir. Au revoir.
Passons à présent à la seconde partie de votre émission Question Éco. Et avant d'établir le contact avec notre deuxième invité, tout d'abord ce papier où les ingénieurs géomètres topographes du privé digitalisent leurs procédures. Objectif, plus de transparence, de sécurité et aussi la traçabilité de leurs interventions. Il s'agit du contrat numérique qui s'appelle QR Contrat. Plus de détails donc dans ce papier signé à la Benani. Ce code-barre bidimensionnel noir sur fond blanc est un QR code. En le scannant avec un smartphone, il redirige vers un lien pour effectuer une action en ligne. L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes vient d'intégrer ces technologies digitales afin de gérer les contrats liant les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé à leurs clients. Dénommé le QR Contrat, ce document devrait permettre la migration vers une gestion intelligente de l'information et l'assurance de la spatialisation, de la sécurisation et de l'archivage des contrats numériques et données spatiales des IGT. Cette solution devra contribuer à la bonne exécution des prestations topographiques et la protection des droits des citoyens. La solution devra aussi faciliter l'échange entre l'ONIGT et ses partenaires, ainsi qu'une meilleure gestion technique et financière des différentes activités d'un IGT, à savoir le stockage des données attributaires et spatiales, la consultation des données disponibles pour une région ou encore la constitution d'un archivage virtuel pour l'historisation des documents de l'ingénieur. Avec nous depuis Rabat, Khalid Yousfi, président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, l'ONIGT. Bonsoir, Khalid Yousfi. Bonsoir, madame. Alors tout d'abord, on vient de l'entendre là dans le sujet que nous venons de suivre, mais on voudrait en savoir plus. À quoi sert exactement ce QR code pour les contrats des ingénieurs géomètres topographes? Comment cela marche? Permettez-moi d'abord de préciser une chose. D'abord, l'ingénieur géomètre topographe, c'est une profession organisée par un texte de loi et il y a un ordre qui a la mission de régir cette profession. L'ingénieur géomètre topographe est un ingénieur qui a une double compétence, une compétence technique et une compétence juridique. Et il a la particularité d'intervenir dans plusieurs domaines. C'est une profession transverse. Et il a la particularité d'intervenir dans toutes les phases du projet, depuis la conception de l'idée jusqu'à la mise en œuvre du projet, en passant par toutes les étapes de contrôle et de réception. Et c'est une profession qui a la particularité d'être liée étroitement aux technologies nouvelles et modernes. C'est ainsi que l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes s'est inscrit dans cette démarche pour concevoir une plateforme qui régit les contrats de tous les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé. Je voudrais préciser qu'avant la mise en place de cette plateforme, tous les contrats des ingénieurs étaient des contrats sur papier avec un modèle qui est fourni par les instances de l'ordre. Aujourd'hui, on a aboli cette démarche et on s'est inscrit dans le digital. Chaque ingénieur a un code d'accès et un login qui sont propres à lui. Et il y a une plateforme qui est régie par l'ordre et qui est en ligne. Donc, chaque ingénieur se connecte. Il remplit un certain nombre d'informations dans cette plateforme qui concernent la prestation, qui concerne son client. Je précise que toutes les informations, toutes les données personnelles de l'IGT et de leurs clients sont cryptées et nous travaillons dans un cadre légal puisque nous avons l'autorisation de la CNDP. Et donc, une fois les informations sont remplies, l'ingénieur géomètre topographe a pris signature avec son client du contrat. La plateforme génère automatiquement un code QR qui contient des informations spécifiques à ce contrat, des informations qui sont cryptées. Et l'ingénieur géomètre topographe, il est obligé de mettre ce code QR dans tous les documents qu'il va produire dans le cadre de ce contrat, que ce soit un contrat avec un citoyen ou avec un opérateur privé ou dans le cadre de la commande publique. Très bien. Alors, ce que vous dites, Khalid Yousfi, est fort intéressant, mais qu'en est-il des autres partenaires de ce métier d'ingénieur géomètre topographe et des administrations qui, malgré tous les efforts, peinent à vraiment mettre en place un vrai process dématérialisé des procédures justement administratives? Comment, selon vous, on peut avancer, sachant qu'il y a ce genre de challenge qui persiste?
D'abord, il faudra préciser que ce QR contrat contribue d'une manière très intéressante à lutter contre la spoliation foncière, Très bien. contribue d'une manière très efficace Mhm. à lutter contre la fraude et contribue de manière très efficace à lutter contre l'exercice illégal de la profession. D'autre part, avec nos partenaires, notamment publics, nous avons travaillé sur plusieurs projets qui concernent la digitalisation. Je voudrais citer un exemple très frappant et un exemple qui marche aujourd'hui, qui fonctionne très bien avec la conservation foncière. Aujourd'hui, la plateforme qui régit les dossiers techniques des ingénieurs géomètres-topographes déposés auprès des services du cadastre du Royaume sont presque 100% digitales et dématérialisées. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ANSFCC pour intégrer ce code QR dans leur plateforme et assurer une lecture automatique sans qu'il y ait intervention humaine. Nous travaillons avec dans le même processus et dans la même optique avec le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la plateforme Rojas. Je vais pas nier que nous avons deux contraintes majeures. Une contrainte interne à la profession, parce que comme vous le savez, dans tout changement, il y a de la résistance. Et donc, en interne, nous constatons certains professionnels qui ne répondent pas à cette plateforme. Et donc, on travaille quotidiennement avec les conseils régionaux au niveau de tout le royaume pour sensibiliser davantage, sachant que nous disposons d'un arsenal juridique très fort qui protège la profession et qui assure cette fonction de code QR. Avec nos partenaires publics, je ne vais pas dire qu'il y a une résistance, mais une méconnaissance. Et donc, il y a un travail de fond de sensibilisation pour intégrer la culture de code QR de l'IGT dans tous les dossiers, tous les documents établis au profit et pour le compte de l'administration publique. Donc voilà, est-ce que aujourd'hui on parle d'améliorer un peu ces services-là? Vous avez évoqué un point très important et qui continue de faire beaucoup de victimes, celui de la spoliation foncière. Alors, est-ce que vous pensez que juste avec ce QR contrat, on peut éliminer, ou en tout cas en grande partie, ce phénomène qui, rappelons-le, lèse beaucoup de Marocains et de Marocaines annuellement, et on le suit dans la presse, et d'ailleurs pas plus longtemps que l'année dernière, il y avait eu un grand scandale aussi par rapport à un projet immobilier. Est-ce que vous pensez que c'est la clé finalement pour éviter ce genre de fraude? Écoutez, je crois que chaque profession et chaque professionnel qui intervient dans le foncier doit améliorer ses pratiques. En ce qui concerne la profession d'ingénieur géomètre topographe, on intervient sur deux volets. Au niveau des terrains immatriculés qui ont des titres fonciers ou en cours d'immatriculation, donc ce code QR permet de sécuriser la prestation topographique et permet de préciser que le prestataire qui est l'ingénieur géomètre topographe a bien rempli ses fonctions. Nous intervenons également dans le foncier qui n'est pas immatriculé. Et c'est là où il y a plusieurs problèmes. Et donc, tout foncier qui n'est pas immatriculé, il est sujet et objet de ce qu'on appelle un plan de délimitation. Ce plan de délimitation, il est établi par un ingénieur géomètre topographe. Et du coup, ce code QR va permettre de sécuriser mieux ces plans qui vont permettre à la personne qui les dispose de procéder à d'autres procédures. Et donc ce code QR sur ces plans de délimitation pour des fonciers non immatriculés donne l'information rapide sur l'ingénieur qui a établi ces plans, sur la personne qui a demandé ces plans et bien sûr avec un contenu technique qui concerne la surface, les charges, la consistance de ces terrains. Et donc, tous ces ingrédients vont permettre, bien sûr, avec l'appui de l'administration publique et des pouvoirs publics, vont contribuer à sécuriser davantage et à lutter dans la spoliation foncière. Bien sûr, avec d'autres mesures, que ce soit au niveau d'autres professionnels ou au niveau de l'administration publique. Je voudrais juste terminer peut-être avec vous sur ces rapprochements. Vous avez parlé de travail avec des collectivités territoriales. Je voudrais revenir sur cette convention que vous avez signée avec le Conseil provincial d'Aousserd. De quoi s'agit-il exactement et comment justement vous, en tant que professionnel ingénieur géomètre topographe, pouvez justement travailler avec un conseil provincial ou autre collectivité territoriale?
Écoutez, la fonction d'un ordre qui est régi par une loi, c'est d'organiser la profession, certes, mais d'ouvrir les portes et de travailler en collaboration et partenariat avec tous les pouvoirs publics dans tous les domaines. Avec le Conseil provincial d'Aousselt, donc guidé par les impératifs de citoyenneté et du devoir national, nous avons effectué une visite au passage de Guelgueret ce week-end. Et donc, cette visite, pour nous, on a exprimé les efforts et salué les efforts déployés par Sa Majesté, par les forces armées royales pour sécuriser ce passage, d'une part, et d'autre part, nous voulons nous inscrire dans le challenge du développement des provinces du Sud. Et donc, l'idée est venue pour mettre à la disposition de toutes ces provinces nos compétences et nos capacités, que ce soit l'ordre national en tant qu'instance dirigeante de la profession, que ce soit les professionnels. Et donc, nous avons signé une convention cadre de partenariat avec le Conseil régional d'Aousselt, dont l'objectif est de mettre à la disposition de ce Conseil notre expertise, notre savoir-faire et bien sûr notre soutien pour la réalisation et le développement de projets au niveau de la province d'Aousselt. Et bien sûr, nous sommes à la disposition de toutes les provinces du Royaume et à l'écoute de tous les opérateurs. Merci beaucoup. Merci Khalid Yousfi, président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Bonne soirée.